Salut Jean, comment tu vas? Comment tu te sens ces débuts d'enregistrement de podcast? Eh ben, salut Louise, ça va, tranquillement. Petit café qui vient d'être bu. Tu peux le voir toi à la caméra, je suis en bonne compagnie. J'ai mes chats autour de moi, donc tout va bien. Je me sens carrément sur moi, voilà. Génial. Alors je te propose de commencer par te présenter qui tu es et d'où tu viens. Bien sûr. Alors du coup, moi c'est Jean, comme on l'aura compris. Comme on pourra peut-être l'entendre assez rapidement, je suis belge. Je suis italo-ardennaise, pour être précise. Il y a un mélange parfois un peu cocasse. Je vis donc dans les Ardennes belges, dans une petite maison à la campagne avec mes chats, mes chevaux, tout ça. Et dans la vie, je suis brand strategist, ce qui est un mot un peu startup nation pour dire que j'accompagne les entrepreneurs et principalement les créateurs et créatrices de mode dans la création de leur marque et de leur identité sur les réseaux ou en dehors d'ailleurs. Alors, tu dis que tu es franco-ardennaise, Alors, italiano, italo-ardennaise. Attention. italo-ardennaise, pardon. Oui, j'ai le côté, je sais pas, français, alors que oui, là, on parle avec la Belgique. Ouais, on va avoir un conflit diplomatique sinon. Quelle est ton histoire par rapport à l'adoption? À quel moment as-tu été adoptée? Voilà, je Alors, te laisse en parler. mon histoire par rapport à l'adoption, j'étais adoptée quand j'avais officiellement 3 ans. Mais je vivais déjà depuis 2 ans et demi avec ma famille adoptive, à savoir que ma famille adoptive, c'était les propriétaires de ma famille biologique, enfin de mes parents biologiques du coup. Ce qui s'est passé, en gros, on va peut-être pouvoir le creuser après, hein, mais je suis née dans des circonstances pas très optimales, à savoir un père biologique alcoolique et une mère biologique qui ne voulait pas d'enfants. Et ça a fait un mix pas ouf. Ils ont fondé une famille pour que le mari arrête de boire. Étrangement, personne ne l'avait vu venir, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils se sont retrouvés un peu avec un enfant dont ils ne savaient pas s'occuper sur les bras. Et ma famille adoptive est rentrée en scène d'une manière vraiment très fortuite, à savoir qu'ils entendaient pleurer. Et du coup, comme je l'ai indiqué, on a pas mal de chats. Et ma mère adoptive s'est dit, mais est-ce qu'il y a encore un chat qui est tombé entre les deux murs? Parce que c'était déjà arrivé. Et avant d'ouvrir le mur, à coup de masse, ils se sont dit, on va quand même aller voir le locataire, voir s'il a des chatons ou quoi, et si c'est ça qui fait du bruit. Et donc, elle est tombée sur ma mère biologique, qui lui a fait, non, c'est ma fille, tu la veux? Et bien sûr, ma mère adoptive n'a pas trouvé mieux à répondre que oui, oui, d'accord. Et elle est rentrée avec un bébé ce soir-là. Et donc ça s'est fait. Je suis un bébé adoption accident, moi en fait. C'est ça que j'adore. Et donc voilà, ça, j'avais à peu près 6 mois. Mon père biologique ne voulait pas lâcher ses droits, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Enfin déjà que l'administration, la justice, etc. Ça prend du temps. Du coup, ça a pris 2 ans et demi pour que je sois adoptée, mais pas complètement. À savoir que j'avais le nom de famille encore de mon père biologique annexé à celui de ma famille adoptive et qu'il faisait partie intégrante de ma vie en fait. Et ce n'est que lorsque j'avais 12 ans, à peu près 12-13 ans, à l'entrée au collège en fait, où étant donné que j'étais victime de harcèlement scolaire, que c'était en grosse partie à cause de mon adoption, enfin pas à cause, mais c'était un bon prétexte en fait pour être méchant avec moi. On a décidé de faire l'adoption plénière. Et donc là, voilà, ça a pris quelques années, on va dire, hein. Mais là, je suis devenue Pellegrino, du coup, à 100%. On va juste revenir sur du coup les circonstances de ton adoption, parce que tu as dit que ça s'était passé assez bizarrement et c'est un peu comme si c'était l'univers qui s'était connecté en disant « Oh là là, il se passe quelque chose » et est-ce que vous voulez mon enfant, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Oui. On est bien d'accord. Je pense que tu l'as dit, c'est vraiment l'univers qui s'est connecté et qui s'est dit, voilà, cet enfant, on va la mettre là. Mais d'abord, on va un peu la mettre là. Je ne sais pas ce que l'univers avait dans la tête, mais c'était bizarre. Il faut savoir que j'ai une anecdote à ce sujet, hein. Je m'appelle originellement Virginie.
À savoir que Jean, c'est le nom que moi j'ai choisi sur les réseaux et sur Internet et dans ma vie privée. Mais mon prénom de naissance, c'est Virginie. Et c'est un prénom qui m'a été donné par mon père biologique. Sauf que mon père adoptif, il a toujours voulu une fille. Il avait toujours dit que si un jour il avait une fille, il l'appellerait Virginie à cause de l'État américain, la Virginie. Donc je pense qu'on peut vraiment parler de l'univers qui s'en est mêlé là pour le coup. Donc voilà, mais oui, sinon, alors, il faut savoir que ma mère biologique, c'est une personne qui n'a jamais voulu d'enfant et qui est révulsée par les bébés. Vraiment, c'est physique chez elle, elle parvient juste pas à s'occuper d'un enfant. Et d'ailleurs, j'ai une demi-sœur de son côté à elle qui vit avec son père. Et du coup, ben, elle, quand on est venu la voir pour savoir qu'est-ce qui pleurait, elle a vu une occasion de dire, bah tiens, prends, parce que moi, je sais pas m'en occuper. Une sacrée histoire de l'univers. Je trouve ça quand même dingue que ton père adoptif ait toujours eu envie d'avoir une petite Virginie et que toi, tu te présentes. Enfin, ça me paraît un peu incroyable comme histoire, tu vois. Ah mais totalement, et je pense que c'est aussi pour ça que que mes proches disent souvent que mon histoire c'est un téléfilm de Noël en fait. C'est vraiment ça. Enfin, à quel moment les astres se sont alignés pour que ça se produise? C'est clair. Et du coup, t'as eu une adoption sous quelle forme? C'est-à-dire? Est-ce que c'était une adoption plénière? Est-ce que c'était pas une adoption plénière? Alors, comment ça au final, c'est une adoption plénière. Donc ça, je sais maintenant. Honnêtement, l'adoption avant ça, puisque du coup, il y a eu 2 adoptions qui étaient vraiment bien distinctes. Donc, j'étais officiellement adoptée 2 fois. Donc la première adoption, mes parents m'ont toujours parlé de petite adoption et je ne pense pas que ce soit le terme légal. Mais je ne connais pas le terme légal et je me suis jamais penchée sur la question vu que de toute façon, depuis que j'ai 12 ans, c'était l'adoption plénière. Mais donc voilà, Ok. moi je suis un peu passée par 2 systèmes différents. C'est l'adoption où tes parents biologiques ont encore des droits sur toi? C'est exactement ça, ouais. Donc on parle d'adoption simple. C'est fort possible. Mais oui, effectivement, mes parents biologiques avaient toujours des droits, notamment du coup mon père biologique qui avait un droit de visite et il l'exerçait. Moi, j'ai plein de photos avec lui et j'ai plein de vidéos avec lui. Il a fait partie de mon enfance. Ah oui, d'accord. Donc en fait, t'es resté donc en lien avec tes parents biologiques pendant un bout de temps quand même. Avec mon père biologique, ouais. Avec ton Et père. avec ma famille biologique, d'une manière générale, je suis restée en contact avec jusqu'à peu près, jusqu'à l'adoption plénière en fait. Sachant que c'est la période également où lui, il s'est marié et il a eu un autre enfant. Et moi, c'est une période dont j'ai pas énormément de souvenirs. Les souvenirs que j'ai, ils ont un peu été activés par des vidéos ou des photos, mais j'ai pas de vrais souvenirs de cette période-là. Par contre, mon père adoptif m'expliquait que quand je devais parler de mon père biologique, je disais mon autre papa. Donc D'accord. pour moi, c'était bon. Je crois que ça va de soi. Du coup, j'ai toujours été au courant de l'adoption, et pour moi, c'était quelque chose de totalement naturel et de banal en fait. Moi, j'avais 2 papas. J'avais le premier papa qui était celui avec lequel je vivais. C'était mon papa principal, on va dire. Et puis j'avais le deuxième papa qui venait de temps en temps à la maison et qui m'emmenait faire des tours sur le manège. Tu sais quelle relation ont eu tes parents adoptifs avec tes parents biologiques? Alors de base, donc c'était relation de propriétaire à locataire, qui est assez space. Ma mère biologique est partie par la suite. Non. Alors, mon père biologique est le premier à être parti de l'appartement qu'il louait. Ma mère biologique est restée un moment. Et c'était une relation plutôt de voisinage. Vraiment, ça arrivait de boire un café ensemble, mais c'était pas des liens forts ni quoi que ce soit. Là où par contre, avec ma famille paternelle biologique, on passait les fêtes ensemble. La Saint-Nicolas, ils étaient toujours à la maison, ils étaient souvent invités. Et mon père biologique était très souvent à la maison du coup. Il était passionné d'équitation comme mon père adoptif. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris très très récemment, et par très très récemment, je veux dire il y a 2-3 semaines, où j'ai appris que mon père adoptif considérait mon père biologique à l'époque comme son meilleur ami. D'accord. Donc ils se sont
découvert, enfin rencontré via moi, mais ils ont créé leur propre lien par la suite. Ils faisaient du cheval ensemble, ils faisaient des travaux ensemble, ils faisaient du bricolage ensemble. Enfin, vraiment, il y avait une belle amitié qui était née entre les deux. Oui, donc en fait, doucement, avec des passions communes, etc., il y a une vraie relation qui s'est créée. Et ce qui, toi, j'imagine, a dû t'aider aussi dans ta relation avec ton papa biologique, ton papa adoptif, tu vois, de dire j'ai deux papas. Ouais, je pense que, en tout cas, durant l'enfance, oui, ça m'a vraiment aidé. Là où c'est devenu compliqué, ben c'est à l'entrée de l'adolescence où il y a eu le harcèlement scolaire et où on me disait que moi, de toute façon, mes parents, ils avaient pas voulu de moi, c'est pour ça qu'on m'avait abandonnée. Ou ben que de toute façon, mes parents, c'était pas mes vrais parents. Là, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué à gérer. Et en plus de ça, il y a eu l'adoption plénière et le fait que mon père biologique ait disparu un peu de ma vie à ce moment-là. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose entre mes parents adoptifs et mon père biologique, mais je ne sais pas quoi et je ne le saurai sans doute jamais. Parce que t'as pas envie de savoir et t'as pas envie de creuser, ou parce que c'est une question de pudeur J'ai parfois envie de savoir, mais je connais suffisamment ma famille, enfin mes parents adoptifs pour savoir que si je creuse, ça va juste donner lieu à des conflits, à des tensions. Et je tiens pas suffisamment à savoir en fait. Ouais, c'est pas indispensable pour toi et pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Clairement pas. Tu parlais juste avant là de harcèlement. Ce harcèlement, il venait de personnes qui étaient proches de toi, ou c'était des personnes un peu lambda pendant ton adolescence? Non, c'était alors ça a commencé avec des personnes proches de moi quand j'étais en 6e, où c'était ma meilleure copine en fait. Voilà, c'était mon cercle très proche à l'école. J'ai toujours été une enfant, l'enfant un peu lunaire, un peu dans sa bulle, pas très sociable. Et j'avais quelques meilleures copines, mais ça s'arrêtait là. Et elles se sont mises à me harceler à cause de mon adoption. Et c'est là où j'ai bien compris. C'était à la même époque où un grand sage a dit dans la bouche des enfants sort bien souvent la vérité des parents. C'est de Camini, pour info. C'était la même époque et je l'ai bien subi à ce moment-là parce que ce sont des sujets qui sont pas censés se retrouver dans la bouche des enfants en fait. Donc et en plus de ça que toi t'es pas prête à jamais de la vie on est prêt à entendre des choses comme ça, quoi. Clairement pas et en fait moi c'était des questions à l'époque je me les étais jamais posées parce que c'était tellement naturel et ça coulait tellement de sources pour moi que je m'étais jamais posé de questions au sujet de mon adoption. Pour moi c'était juste la vie en fait. Et donc quand ce harcèlement a commencé, j'ai tout remis en question. Et ce qui est pas un bon moment quand on se construit de remettre entièrement en question ce qu'on m'a même aimé en fait. Ce qui est assez bête comme question bête. Non, c'est pas bête de se la poser, mais avec le recul, je me rends compte que je suis là, mais on t'a adopté. On t'a adopté et pendant des années, ton père biologique a refusé de céder ses droits. Si c'est pas par amour, pourquoi mais sur le moment, tout ça, ça s'est effondré comme un château de cartes en fait. Ouais, ça a été le début des gros questionnements, quoi. Comment t'as réagi par rapport à tout ça? Est-ce que tu t'es, j'en sais rien, renfermée? Est-ce que tu t'es ouverte encore plus à l'échange, à la discussion? Je me suis totalement renfermée. Vraiment, je me suis refermée comme une huître. Je voulais plus entendre parler de mon adoption. C'était la période où mon père est parti vers d'autres horizons et j'étais en colère contre lui, mais vraiment profondément en colère contre lui. En même temps, j'étais en colère contre le monde entier à cette époque-là. Hein. Je haïssais tout et tout le monde, mais lui tout particulièrement. Ce qui est assez ironique quand on y pense, parce que lui, il a toujours fait partie de ma vie, alors que ma mère biologique n'a jamais fait partie de ma vie. Mais elle, je lui en voulais pas. Lui, je pense que j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné quelque chose et puis qu'on me l'avait arraché des mains. Et du coup, non, c'est devenu la question de l'adoption et de l'abandon est devenue tabou. Moi, j'ai commencé à beaucoup écrire et en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques années que mes récits avaient le même problème que chez Disney. Il y avait toujours des problèmes avec les parents, bizarrement. donc voilà et ouais non c'était il a fallu un événement traumatique pour que je recommence à en parler du coup.
Alors juste avant cet événement traumatique, comment tes parents adoptifs ont réagi par rapport à ce harcèlement? Est-ce que tu leur en parlais déjà? Alors, mes parents adoptifs, il faut savoir qu'ils ont actuellement 76 et 84. 76, ouais. Du coup, autant te dire que le harcèlement scolaire, c'est pas quelque chose qui leur parlait. Bof. Oui, les enfants, ils sont un peu méchants, ils s'embêtent, c'est normal, c'est des enfants. Bon, c'est parce qu'ils sont jaloux. Et ils n'ont pas pris conscience de la gravité des faits, en fait. Ils n'ont pas pris conscience que moi, j'étais en train de sombrer profondément dans une dépression. Parce que pareil, la dépression, ça n'existait pas à leur époque. Hein. Donc eux, je crois que quelque part, ils étaient... Ma mère adoptive était contente que le sujet devienne un peu tabou parce que ça voulait dire que j'étais plus que sa fille à elle. Il y avait plus personne d'autre dans l'équation. J'étais sa fille. Enfin, si, il y avait mon père adoptif, mais bon, je pense qu'avec lui partager, ça la dérangeait pas. Mais par contre, la famille biologique sortait de l'équation et ça, elle en était, je pense qu'elle en était rassurée quelque part. Je dirais pas dire contente, mais rassurée, que ce soit conscient ou pas. Mon père adoptif est quelqu'un d'extrêmement secret qui ne partage absolument pas ce qu'il ressent. C'est le côté italien de la famille du coup. Hein. C'est le napolitain, mais vraiment le napolitain de base. Parle pas. Enfin si, il parle, mais pour dire des conneries, pour faire rire la famille, pour faire rire la compagnie. Il ne va jamais parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'il pense. Donc même toi, parler de tes émotions, ce que tu ressens avec ton père, ça devait être ultra compliqué, quoi. Moi, parler de mes émotions, c'est ultra compliqué. Ouais. Parce que j'ai grandi comme ça, en fait, c'est mon éducation. Et je m'en suis enfin, il a fallu vraiment de la dépression, arrêt maladie, etc. pour que je commence à comprendre que ah ouais non, faut en parler, faut extérioriser. Et c'est pas honteux. C'est pas honteux de me sentir mal par rapport à mon adoption. C'est normal d'avoir des traumatismes. Ça fait pas de moi quelqu'un de faible ou de misérable. Ça fait juste de moi quelqu'un d'humain, qui est plutôt bon signe en vérité. Mais bon, ça c'est un cheminement que par contre mon père adoptif n'a jamais eu. Et maintenant, on commence petit à petit à voir, et c'est pour ça que je découvre encore des choses aujourd'hui sur la relation qu'il entretenait avec mes parents biologiques. Et que j'apprends encore des choses sur la façon dont lui, il a vécu les choses. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? Je me rends compte que pour lui, les choses n'ont pas été aussi évidentes, en fait, qu'elles avaient l'air. Dans le sens où, bien sûr, j'étais un cadeau du ciel. Hein, ça, c'était indéniable. Mais je pense qu'il avait beaucoup plus de réflexion par rapport à la part que mes parents biologiques devaient prendre dans ma vie. Et aussi par rapport aux dommages que ça pouvait avoir sur ma vie. Et pas les dommages, mais les conséquences que l'adoption et l'abandon pouvaient avoir sur ma vie. Autant, parfois, j'en parle devant mes deux parents et ma mère, elle est là, mais t'as été adoptée. On t'aime, je vois pas le problème. Mon père est beaucoup plus mesuré. Et il cherche davantage à creuser et à comprendre, et je pense que c'est parce que il se rend bien compte que les émotions humaines, c'est pas aussi simple que ça. Donc fatalement, si j'ai besoin de parler, en fait, je peux parler avec lui. Okay. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est plutôt bien quand même. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure d'un événement traumatique que tu as vécu. Totalement. Si tu veux bien en parler un peu. Yes, je peux totalement en parler. C'était en mai 2016, du coup. J'étais en 2e année de licence en communication. Et en mai, en Belgique, en plus de ça, c'est ce qu'on appelle le blocus. Alors non, on ne bloque pas nos écoles avec des poubelles. C'est une période de l'année où on étudie en fait à fond. On n'a plus cours, juste on étudie pour nos partiels. Et j'étais donc en plein blocus dans ma chambre quand j'entends mes parents m'appeler dans la salle à manger. Et tu sais, j'avais 20 ans à peine. En général, tu fais « Oh ouais, j'arrive !» Non, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, donc j'y suis allée. Ma mère qui me fait... Le petit mauvais pressentiment quand même, quoi. C'est ça, clairement. En fait, c'était même pas un mauvais pressentiment, c'est mon corps, il a réagi avant moi. Avant même que je puisse réaliser, j'étais dans la salle à manger. Et ma mère me fait « Assieds-toi ». Là, j'ai eu le mauvais pressentiment. Et là, le coup près est tombé, Thierry est mort. Donc Thierry, c'est mon père biologique. Et je me souviens vraiment de cette nuit comme si c'était hier, en fait. J'ai fait « Ok ». Je me suis levée de mon siège, je suis retournée dans ma chambre. J'étais en mode pilote automatique et moi dans ma tête, ok, je prends l'information, maintenant je dois retourner étudier, j'ai un partiel la semaine prochaine.
Et en fait, une fois que je suis arrivée dans ma chambre, j'ai compris que mon partiel, j'en avais plus rien à foutre. Et j'ai vraiment eu l'impression que le sol s'est ouvert sous mes pieds et je suis tombée dans une spirale. Je suis vraiment littéralement tombée à genoux. Je me suis mis à hurler. Ma mère biologique a accouru et elle s'est occupée de moi du coup en mode elle a perdu son père. Elle sait ce que c'est. Elle m'a vue dans le même état que elle était quand elle avait perdu son père en fait. Et j'arrivais à rien faire d'autre qu'à hurler, mais vraiment comme un animal, tellement j'avais mal et tellement tout à coup il y a tout qui est remonté à la surface. Tout ce que j'avais enfoui pendant du coup 5-6 ans quand même. Tout ça c'est remonté à la surface d'un coup quoi. Et je me suis mis à m'en vouloir, mais comme pas possible. Parce que la dernière fois que j'ai vu mon père biologique, j'avais donc 15 ans. Et c'était à une foire du livre, en gros, dans un petit village près de chez moi, où j'étais avec mes meilleurs amis. Et lui, il était trop heureux de me voir. Il était avec sa femme et avec sa fille. Et il est venu, il était tout sourire, tout heureux, en mode « Ah, et qu'est-ce que tu deviens ? Et mais t'es en quelle année maintenant ?» Sauf que, comme je te le disais, moi j'étais en colère contre lui. Et du coup, je l'ai juste repoussé. Et je me suis refermée comme une huître et je voulais pas lui parler. Et surtout, je voulais pas qu'on sache que c'était mon père biologique vu que c'était tabou. Et donc, ouais, je me suis refermée, je l'ai repoussé, je suis partie. Ça, c'était ma dernière interaction avec mon père biologique. Et du coup, ce soir de mai 2016, elle m'a sauté à la gueule. Pardon pour mon langage, hein, mais elle m'est vraiment revenue en pleine face. Et je disais, mais comment j'ai pu agir pareil, enfin de la sorte, comment j'ai pu faire ça. Puis et puis est-ce qu'il m'aimait? Ça a été la question. Ça a vraiment été une question qui m'a rendue folle pendant 2 ans. Est-ce qu'il m'aimait? Et j'arrêtais pas de me poser la question encore et encore et encore et encore et encore. Bon, il a quand même fallu que je me rende à l'enterrement, où je me suis retrouvée dans cette situation très étrange de retrouver toute ma famille biologique, donc les gens que je fréquentais quasiment toutes les semaines quand j'étais enfant, ma marraine, mes oncles, mes tantes, mon grand-père, et c'était ma petite sœur du coup, parce que j'ai rencontré ma petite sœur à ce moment-là. Et leur réaction, ça a été de me mettre vraiment en tête de cortège, en mode non, t'es sa fille. Enfin, la question se pose même pas. Et donc j'étais encore à l'avant de l'église. Alors depuis, je peux plus aller à un enterrement. Je peux même plus regarder un enterrement à la télé, c'est impossible. Donc j'étais à l'avant de l'église avec ma famille biologique, en train de pleurer mais absolument toutes les larmes de mon corps. Et j'étais avec mon père adoptif. Mon père adoptif m'a accompagnée. Et pendant toute la cérémonie, il s'est mis à l'arrière de l'église, lui. Lui, s'est pas assis avec nous, il est resté à l'arrière de l'église. Maintenant que je sais à quel point il était proche, je pense qu'il avait aussi besoin de faire son deuil. Et moi, j'étais avec cette famille que je redécouvrais, en fait. Et au moment vraiment de l'enterrement, j'étais avec sa nouvelle femme, ma petite sœur. Et donc, il y avait moi et les gens passaient devant nous. Et ils me voyaient, ils étaient là, mais c'est qui? C'est qui cette personne? Enfin, pourquoi elle est là? Est-ce qu'on est censé lui donner nos sincères condoléances? Et sauf qu'on m'a pas laissé le choix, on m'a mis là en mode, non, t'es sa fille. Donc, il a fallu que je l'explique à quelques personnes. Et c'était rude. C'était vraiment très rude. Et ouais, et cet enterrement m'a poursuivi pendant des années. Je crois que j'ai vraiment fait un deuil pathologique. Maintenant, rien que le fait que j'arrive à en parler aussi, de manière aussi détaillée, en ayant juste un peu de larmes aux yeux, je crois que ça en dit long. Mais pendant des années, je comprenais pas en fait. C'était un sentiment d'incompréhension, d'impuissance, d'injustice. Et ça m'a rendue folle, littéralement. Je me suis pris la tête avec mes parents, avec surtout ma mère biologique, parce que j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'en suis arrivée là, en fait? Comment on en est arrivé là? J'ai une petite sœur qui avait à l'époque 11 ans. Je la connais pas. Comment ça se fait que j'ai une petite sœur de 11 ans que je ne connais pas? Et donc ça a été très très compliqué à vivre. Et là, tu dis que tu avais repris contact avec ta maman biologique à un moment? Encore une fois, l'univers s'en est mêlé. Je vais donner toutes les clés. C'était pendant le premier confinement, donc bizarrement en mai 2020.
Donc quasiment 4 ans jour pour jour après le décès de mon père biologique en fait. Et je suis très fort dans tout ce qui est ésotérique, tarot, pendule, machin et tout ça. Je l'étais déjà à l'époque du coup. Et à un moment donné, c'était la nouvelle lune ou la pleine lune en Taureau. C'était la pleine lune en Taureau. Et en général, enfin moi, ce que je faisais, c'était que j'écrivais dans mon journal. Et ce jour-là, j'étais également sur un groupe de tarot sur Facebook. Et c'était un groupe où, j'avoue, j'y étais parce que les gens me faisaient doucement sourire avec leurs questions. Genre, une nana qui avait tiré les cartes pour savoir si elle était enceinte. Il y a des moyens plus efficaces. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Allez chercher un test de grossesse directement, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est pour ça, c'était des petites anecdotes qui me faisaient beaucoup rire, donc je restais sur ce groupe. Et ce soir de pleine lune, je vois que quelqu'un poste dans le groupe, alors que moi j'étais en train d'écrire. Et je parlais de mon adoption ce soir-là. Et là, je vois le nom de ma mère biologique. Et vraiment, j'ai eu un moment de... Quoi ? Non, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est un homonyme. C'est pas la même, c'est pas possible. Pas la même, c'est pas possible. Et en même temps, elle a un nom de famille qui est très commun. C'est pas Dupont, mais presque, quoi. Okay. Donc je me suis dit, non, c'est forcément quelqu'un d'autre. Je vais quand même voir. Je suis obligée d'aller voir. Bah, si c'est quelqu'un d'autre, elle lui ressemble quand même comme de gouttes d'eau. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est marrant parce que elle a des amis en commun avec mon papa. C'était pas du tout quelqu'un d'autre. Et j'ai eu ce moment ce moment passif-agressif où j'ai commenté, j'ai pas lu sa publication, je m'en foutais de ce qu'elle avait à dire. Et j'ai commenté, waouh, le monde est petit. Et tu vois, quelque part, j'ai un peu honte de moi, et puis de l'autre, c'est bon quoi. C'est moi qui me tape tout le temps derrière. C'est ça, il fallait que tu sortes un truc, de toute façon. Et là, elle m'a ajouté en amie. C'est nouveau ça. Et elle a commencé à me parler en mode trop contente de te voir ici, comment tu vas, quelles nouvelles avec ta vie, qu'est-ce que tu fais de beau, comment vont tes parents. Parce que elle, c'est vraiment comment vont tes parents quoi. Elle a rien à voir dans le schmilblick. Elle, c'est juste une amie de la famille. Oui, elle était partie très tôt aussi dans ta vie, dans les histoires, etc. Ouais. Elle, c'était acté. Elle avait trouvé des parents pour moi. Elle était très contente d'avoir trouvé des parents pour moi. Et en fait, on s'est mis à discuter. Alors pas de notre lien, mais en fait toujours dans cette. Je crois que j'avais quand même un peu de colère. Comme je pouvais plus être en colère contre mon père vu que il était mort. Je crois que je l'ai un peu redirigé contre elle quand même. Et ça, je suis complètement brisée émotionnellement en fait. Je suis en dépression, je suis sous antidépresseurs, je prends des anxiolytiques régulièrement. Le confinement ça aide pas. En plus à l'époque j'étais SDF. Enfin j'étais logée par la mère d'une amie, mais vraiment j'accumulais. Je venais de perdre mon travail à cause du Covid. Comment te dire ? Et c'est ça. De trop. Stop. Et en fait, elle a été un soutien. Elle s'est posée comme un soutien. En mode si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as des questions, je suis là. Si tu as besoin de t'exprimer, je suis là. Mais t'as jamais été là, en fait. D'où tu es là maintenant. C'est pas maintenant. Là, maintenant, j'ai plus besoin de toi. C'était il y a 1 an ou 2 que j'avais besoin de toi. C'est quand Thierry est mort que j'avais besoin de toi. Maintenant, c'est trop tard. Et malgré tout, elle a quand même été là pour moi quand ça n'allait pas. Parce que à partir de 2020, j'ai eu 2 années très compliquées, émotionnellement et mentalement. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais voilà, c'était pas la joie. Elle a effectivement été là. Moi, je suis jamais allée vers elle parce que j'en ressentais pas le besoin. Mais juste le fait de savoir qu'elle était là, par contre, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis le côté un peu plus anecdotique, je m'étais également rendu compte avec ma famille biologique, c'est que il y a certaines choses où je me suis retrouvée en elle. J'adore chanter. Elle adore chanter. On chante les mêmes artistes. A priori, elle est clairement versée dans l'ésotérisme aussi. Et j'avais ça avec quand j'ai commencé à avoir des infos sur mon père biologique. Pareil, on a des chansons préférées en commun. On a des lectures préférées en commun. On a les mêmes idées philosophiques et politiques. Donc c'était assez dingue en fait en me reconnectant à cette partie de ma famille et de mon identité, de comme ça connecter un petit peu les points entre eux. Carrément, et pas n'importe quel point aussi, quoi. C'est vraiment
Les choses où je pense quand tu grandis sans passer de temps avec eux, t'imagines pas tout ça et quand tu te prends un peu tout ça aussi en retour dans la tête, tu te dis waouh. Oui, c'est ça, c'est un peu hallucinant parce que allez, ça avait commencé très, 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 très bêtement quand j'avais découvert que mon grand-père paternel buvait son café exactement comme moi. Et j'avais trouvé ça trop mignon, tu vois, ça m'avait touchée. Mais alors, de là à penser que mon père biologique avait les mêmes idées philosophiques et politiques que moi, à quel moment en fait de savoir que en fait il y a en 2021 ma petite sœur est venue passer quelques jours chez moi et du coup on a beaucoup parlé et à un moment donné j'avais mis de la musique et elle me fait oh est-ce que je peux te mettre une chanson la chanson préférée de papa. Oui, je serais ravie de connaître sa chanson préférée et c'est toutes les 8 secondes des Cowboys fringants et j'étais juste sur les fesses. Chat, mais c'est une de mes chansons préférées en fait. Moi, je l'écoute en boucle cette chanson. Et encore une fois, c'est pas un groupe connu. C'est pas Beyoncé, c'est pas Céline Dion. C'est un petit groupe canadien qui fait des chansons politiquement à gauche. Je veux dire, c'est très niche. Donc ouais, non, c'est de voir que ouais, on a quand même des points communs qui sont comme ça, à la fois assez originaux et inattendus. Ça m'a fait quelque chose. Est-ce que t'as eu un accompagnement, un suivi psychologique à un moment? J'aurais aimé. J'ai été suivie par une psy et sur le moment, je pensais que ça me faisait beaucoup de bien. Et elle m'avait dit non, mais de toute façon, le travail autour de l'adoption, il a été fait, il n'y a plus besoin de le faire. Voilà. D'accord. Donc on avait travaillé ma confiance en moi, mon estime de moi, machin et tout. Et bizarrement, ça ne fonctionnait pas. Ce qui fait que j'ai arrêté l'accompagnement pour la simple et bonne raison que je suis retombée en fait en très très profonde dépression. C'est ce qui m'a amenée ici, dans la maison de mes parents, parce que j'étais incapable de vivre seule en fait. Il fallait que je sois surveillée H24. Et c'est vrai que j'avais fait beaucoup de travail de mon côté sur mon adoption. Parce que je m'étais bien rendu compte que j'allais devoir passer outre à un moment donné. Enfin, pas passer outre, mais accepter et vivre avec. Et en faire, lui donner la place qui lui revenait dans mon identité. Et c'est pas un travail qu'on peut faire seul. Moi, je pense pas. Non, en effet. Enfin, moi, je suis la première convaincue que c'est pas un travail qu'on peut faire seul parce que enfin, moi-même, pour l'avoir vécu, tu vois, je sais que l'adoption, un peu comme toi, à un moment, c'était devenu un sujet tabou et dont je ne parlais plus. Et il a fallu qu'on me bouscule vraiment pour que je revienne en parler. Et il a fallu qu'on aille gratter et creuser très très fort et être assez motivée à aller chercher des sources de problèmes que je rencontrais, tu vois. Et toute seule, mon cerveau était pas prêt. Il me protégeait plus qu'autre chose, en fait. Clairement, et je pense que c'est un très beau mécanisme du cerveau. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, à le comprendre. Mais notre cerveau essaye de nous protéger au maximum. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il avait effacé tous les souvenirs que j'avais avec mon père biologique quand il a quitté ma vie. Parce que c'était plus facile comme ça. C'était c'était plus facile de me dire qu'il faisait pas partie de ma vie plutôt que de me dire il en a fait partie intégrante et puis quasiment du jour au lendemain il a disparu. Donc voilà, et je pense qu'il faut remercier notre cerveau pour ce qu'il fait pour nous parce que bon, je crois que dans nos cas il a pas la tâche facile, il fait de son mieux le pauvre. Mais du coup ouais, il faut aller vers des professionnels qui comprennent le sujet. Moi, c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que je veux de nouveau un accompagnement et je veux travailler une bonne fois pour toutes là-dessus. Mais il faut un professionnel qui comprenne la problématique et qui soit vraiment limite spécialisé dans le traitement des adoptions parce que c'est quelque chose de très complexe et les traumas liés à l'adoption ne sont pas les mêmes traumas liés à d'autres problèmes. Et tu vois, c'est d'autant un sujet complexe, pardon, que chaque enfant adopté a sa propre histoire et ses propres expériences aussi. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui soit, je pense aussi, en tout cas, bien calé sur le sujet. Bien évidemment. Enfin, toi, ton histoire, c'est clairement pas la même que la mienne. Et tous les adoptés avec lesquels j'ai parlé, ils ont tous des histoires extrêmement différentes les unes des autres, qui du coup ont eu des effets très différents. Moi, je sais que j'ai pas d'estime de moi. J'ai très confiance en moi, mais j'ai pas d'estime de moi.
parce qu'il y a eu cette question de mais est-ce on m'a seulement aimé, est-ce que j'ai été aimée dans ma vie? Bah non, parce qu'on m'a abandonné, on m'a rejeté, donc c'est que je ne suis pas digne d'amour. Et ça, c'est un sujet qui revient très très souvent dans mes problèmes. Tandis que je parlais avec une autre dame où elle a été adoptée. Donc elle, dans sa tête, elle est aimée de manière inconditionnelle. Il n'y a pas à se poser la question. Par contre, les gens qu'elle aime finissent toujours par partir. Et elle, c'est ça, sa peur. C'est que les gens qui l'aiment finissent par partir. Parce que c'est la vie. Et ça, par contre, moi, c'est un problème que j'ai pas. Enfin, oui, les gens finissent par partir, c'est normal. Donc clairement, il faut des gens qui soient calés sur le sujet. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'estime de soi, etc. Enfin, je sais que moi, ça a été un gros sujet aussi. Alors, j'en parle un petit peu dans l'épisode 0 de ce podcast, mais c'est sur une période de reconversion professionnelle, de création d'entreprise, la quête de soi, de son identité, etc. Est-ce que je mérite d'eux? Est-ce que nanana. Enfin, tu te poses 15 000 questions. Et ça a été un gros sujet pour moi de reconnaître aussi ma propre valeur, en fait. Mais c'est un travail que, tu vois, jamais de la vie j'aurais pu le faire toute seule. Parce que je vais rebondir là-dessus. C'est trop lourd. Ouais, non, c'est ça, mais je vais rebondir là-dessus parce que moi, je suis en plein lancement d'entreprise. Et s'il y a bien un domaine de ma vie dans lequel je m'attendais pas à ce que mon adoption ait de répercussions aussi fortes, c'était dans mon business. Et en fait, je me suis rendu compte que mon syndrome de l'imposteur, il est pas lié à mes connaissances. Alors oui, j'essaye d'en accumuler autant que possible, mais c'est, en fait, je suis en train de, et ça, je m'en suis rendu compte, du coup, il y a que quelques mois, j'accumule plein de connaissances pour lutter contre mon syndrome de l'imposteur, alors que mon syndrome de l'imposteur, il vient du fait que, quelque part, je me dis que je devrais pas exister, parce que les conditions de ma naissance, elles sont folles. Ça n'aurait jamais dû se produire. On ne fait pas un bébé pour arrêter de boire. Ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est là-dessus que je dois travailler, parce que les connaissances, ouais, promis, c'est bon, je les ai. Là, je pense qu'on peut se calmer sur l'emmagasinage de connaissances. Il va falloir travailler sur le fait que j'ai le droit d'exister, que j'ai le droit de briller, d'affirmer ma valeur, d'être fière de ce que je propose, et que voilà, de toute façon, j'existe, autant faire avec. Oui, et que tu mérites d'avoir ta place là où t'es à l'instant T, quoi. Bien sûr. Bon, après, entre le savoir et le comprendre et l'appliquer, c'est autre chose. Et c'est là, c'est à ce moment-là où je pense que le travail du psy, il est important. Moi, je pense que le problème qu'il y a eu avec la psy que j'ai suivie, c'est que je pouvais lui dire ça. Je pouvais le verbaliser. Je reconnaissais ce problème-là. Enfin, pas à l'époque, non. Mais je reconnaissais les problèmes que je lui présentais. Je disais, voilà, mon problème, c'est ça, ça, ça et ça. Et donc, elle me disait, c'est bon, tu le sais. Donc, t'as plus qu'à travailler dessus. Comment Comment je fais? Est-ce qu'il y a un livre sur le sujet? mais du coup, voilà. Oui, et puis en plus, si tu vas voir cette personne, c'est que tu as besoin d'aide sur le sujet. C'est pas genre je te balance l'info puis tu me laisses avec, quoi. C'est vraiment j'ai besoin qu'on en parle, qu'on en discute et que vous m'aidiez à trouver des solutions, que moi je mette des choses en place après de mon côté toute seule. Mais en si tout cas, je le savais pas, je viendrais pas en fait. Donc si je le sais, donc si je viens, c'est que je le sais et que j'ai besoin d'aide. Donc ce serait sympa de m'aider parce que c'est pour ça que je vous paye et que je vous paye très cher. Tes parents adoptifs, t'as quelle relation avec eux aujourd'hui? Ça a été une relation en dents de scie. Non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est au contraire très important de parler de la relation qu'on a avec nos parents adoptifs parce que ça a été une relation en dents de scie. Vraiment, je vois que ça. J'ai été très fusionnelle avec eux quand j'étais enfant. J'ai été une ado ingrate au possible. Vraiment, j'ai fait surprenamment, j'ai fait une grosse crise d'ado. Fou ça. À croire que j'avais du mal à me construire une identité qui tienne la route. Ensuite, je suis partie de la maison. Purement et simplement, j'avais besoin de partir. Je crois que j'avais vraiment besoin de me construire loin d'eux, en fait. Parce que, après, ce sont des êtres humains. Ils ont eu des comportements pas toujours ouf. Il y a parfois eu de l'abus émotionnel, mais malheureusement, ça c'est plus générationnel qu'autre chose. Et du coup, j'ai eu besoin de partir vraiment pour me construire et pour devenir ma propre personne. Et cette propre personne n'était pas forcément en accord avec ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils espéraient. Et du coup, il y a eu ce clash de... Alors, c'était plus avec ma mère qu'avec mon père. Mais il y a eu ce clash de... on t'a adopté, on a tout fait pour toi, on s'est saigné, on t'a sauvé.
tu nous dois quelque chose. Et moi, en face de ça, j'étais dans ce paradoxe de je vous ai rien demandé et en même temps, j'en ai conscience. Je vous dois quelque chose. Alors que non. Je veux juste dire ça très très tôt dans cette conversation. Non, on ne doit rien aux parents adoptifs. Ils ont pris une décision, c'est à eux de l'assumer, c'est pas à nous. Mais du coup, il y avait quand même ce conflit qui a commencé à se former et à devenir de plus en plus intense et toxique, fatalement. Et ça a fini par péter et on a fini par se dire littéralement adieu un jour parce qu'on n'arrivait pas à communiquer en fait. Moi, je voulais communiquer, je voulais avoir une relation saine avec mes parents. J'étais déjà fort dans le développement personnel, communication non violente, parce que forcément, j'ai dû trouver d'autres choses pour me construire et pour développer des comportements dont j'avais besoin dans ma vie. Et eux pas. Eux encore une fois, je les blâme pas eux spécialement, je blâme la génération où c'était juste pas un sujet du tout. Et donc, on ne s'est plus parlé pendant quasiment 6-7 mois. Moi, je vivais à Lille à l'époque. Eux, ils vivaient ici, du coup. Et en mai 2000... Le mois de mai, c'est un mois très particulier chez moi. En mai 2019, ma grand-mère est décédée. Donc, j'ai souhaité sincères condoléances. Je veux dire... Je l'aimais pas spécialement, c'était pas spécialement une bonne personne, mais ça reste la mère de mon père adoptif. Donc, sincères condoléances, je suis sincèrement désolée pour vous, beaucoup de courage pour traverser tout ça, machin et tout. Je crois que ça a été le message le plus dur envoyé de ma vie parce que j'ai jamais été aussi froide avec mes parents. Et eux, la façon de ma mère de répondre, ça a été de m'envoyer des photos de quand j'étais petite. Oh, t'étais si mignonne à l'époque. Thank you very much. Ça fait plaisir à l'époque. Et je me suis dit, ok, c'est quoi ? C'est pas grave. Réponds-lui franchement. Je m'en souviens pas. Je me souviens de rien. Comment ça, tu te souviens pas ? Bah oui, c'est en fait un des effets de la dépression, c'est qu'on perd la mémoire. Je crois que c'est un effet qui est souvent négligé, mais ma mémoire, c'est un gruyère. J'ai quelques flashs, mais je me souviens de quasiment rien de quand je suis petite. Et là, on a commencé à parler de ma dépression. Parce qu'ils ont enfin compris qu'il y avait des conséquences directes sur ma vie, sachant que c'était aussi ma dépression qui nous avait fait clasher la dernière fois parce qu'en gros, j'étais pas en état de me taper 5 heures de train, sachant que je travaillais ce jour-là pour aller à leur anniversaire de mariage. Et donc, ils ont compris qu'en fait, la dépression, oui, c'est une vraie maladie qui a de vraies conséquences sur la vie et qui existe et qui a des... Ouais, qui... En fait, je pense que le fait de savoir que moi, j'ai plus aucun souvenir de mon enfance, ça les a bousculés. Parce que c'était et elle était bien ton enfance pourtant. C'est possible. J'en sais rien. Et donc, à partir de là, on a recommencé à discuter vraiment petit à petit, en marchant sur des œufs. Et je leur ai proposé, écoutez, si vous voulez, en juin, c'était l'anniversaire de mon père. Donc, je lui ai fait, je peux venir le week-end pour l'anniversaire de papa. On parlera de tout ça de vive voix. Conversation très dense, très intense, beaucoup de larmes, mais ça a débloqué la chose et depuis j'ai de bien meilleures relations avec mes parents. Ça a pris des années. Quand j'étais SDF par exemple, je n'étais pas ici. J'ai logé chez des amis, j'ai fait le tour des canapés de mes potes parce que je voulais pas revenir ici, parce que j'étais pas encore prête. Je suis revenue ici quand mentalement ça n'allait plus et où j'ai téléphoné à mes parents en pleurs en mode venez me chercher. Ma mère était là, oui, ok, on arrive. Et voilà. Et là, ça a fini ça a achevé de guérir notre relation. Maintenant, j'ai une très très bonne relation avec mes parents. Je les aime d'amour, mais bon, ça n'a jamais été en question. Mais oui, on est proche sans être proche. Il reste quand même, je pense, des stigmates, des petites cicatrices qui partiront jamais vraiment. Et c'est ok. C'est comme ça que ça fonctionne une relation aussi, mais en tout cas, on a trouvé notre équilibre. Comme tu dis, c'est une relation en dents de scie, mais au fond, tu vois, on entend quand même tout l'amour que vous avez les uns pour les autres, quoi. Ouais, l'amour, ça c'est juste quelque chose de magnifique dans ma famille. Enfin, c'est parfois intense, parfois. Voilà, c'est comme je dis, c'est italo-ardennais.
Italo, non, attends, parce que c'est pire que ça, c'est ardennais et napolitain, c'est vraiment le pire des deux mondes, quoi. Donc ouais, non, on a des relations parfois assez intenses, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et malgré tout, ouais, non, l'amour, ça c'est quelque chose, on pourra jamais le renier. Clairement, il y a eu trop de choses entre nous, en fait. Si on a réussi à guérir notre relation après tout ce qu'on a vécu, c'est que, c'est que rien ne pourra plus jamais l'abîmer. Enfin, l'abîmer peut-être, mais la détruire, ça, certainement pas. Tu parles de tes origines du coup un peu italiennes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été inculqué dans ton éducation par tes parents adoptifs ou pas? Ouais, en fait, j'ai eu une relation très compliquée par rapport à mes origines parce que mes parents biologiques sont bleu-blanc belge. Clairement, il n'y a pas une once de sang étranger dans leurs veines. Sauf que ben moi j'ai grandi donc ma mère est flamande en fait. Bon, ils ont quasiment toujours vécu dans les Ardennes. Mon père est napolitain. Enfin, il est de Salerne pour être précise, donc c'est encore plus au sud. Et ce qui fait que bah, depuis que je suis toute petite, on a toujours eu la famille italienne qui venait passer plusieurs mois à la maison. Inversement, moi j'ai passé tous mes étés en Italie. Bon, j'ai appris l'italien assez récemment, mais je le comprenais parfaitement. Et bah, l'éducation italienne, elle est là. Ma communion, c'était le cliché de la communion à l'Italie. Déjà, j'ai dû faire ma communion. Ensuite, c'était le cliché de la communion à l'italienne avec les chaînes d'or, les bracelets d'or, les boucles d'oreilles d'or, les trucs d'or, les machins d'or. Bon, c'est de l'or italien, ça vaut rien. Mais c'était vraiment, il fallait imaginer la mafia à l'église de mon petit village ardennais avec les vieux dans leurs costumes et tout. Enfin, c'était vraiment un sketch. Mais du coup, oui, l'Italie fait partie intégrante de ma vie. Et à un moment donné, je me suis posé cette question de savoir si j'avais le droit de me dire italienne. Parce que j'ai pas une goutte de sang italien, en fait. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver le juste milieu, avant de réaliser que le juste milieu, c'est t'as subi tous les mauvais côtés de l'éducation italienne. Ça implique être enfant de cœur, faire ta communion. Ça implique les repas en famille avec tout le monde qui parle très très fort. Ça implique que tu parles très très fort. Enfin voilà, t'as vraiment pris tous les mauvais côtés, les bons aussi. Il y a plein de bons. La nourriture italienne, moi je pense que ça suffit à tout compenser. Mais voilà, enfin tu as grandi là-dedans, donc évidemment que t'es italienne. Et de la même manière, t'irais jamais dire à une personne étrangère née et élevée dans une famille belge qu'elle est pas belge. Ce serait de l'énorme racisme. Donc pourquoi tu serais pas italienne? Donc non, ça a été compliqué, mais j'ai vraiment réussi à me dire, ok, vas-y, c'est quoi, c'est bon. Et si quelqu'un me fait chier à ce sujet, bah, ils vont mettre une napolitaine en colère et c'est jamais une bonne idée. Est-ce qu'il y a une période de ta vie qu'on n'a pas abordée, que tu aimerais aborder? Alors, que je réfléchisse, que je ne te dise pas de bêtises. Non, là comme ça. Enfin, si, on n'a pas abordé mon présent et mon rapport actuellement au fait d'être adopté. En fait. On peut y aller si t'en as envie. Ouais. Du coup, aujourd'hui, j'en suis où par rapport à tout ça? Comme on a compris, je suis assez ouverte à la discussion. C'est quelque chose que je ne tabouise plus du tout. Je sais pas si c'est un mot, mais ça en sera un dans ce podcast. C'est quelque chose dont j'apprécie parler, d'une part parce que ça me fait un peu une thérapie aussi. À chaque fois que j'en parle, je mets des mots dessus, donc c'est toujours bien pour moi. Et puis surtout, je trouve ça hyper important de renseigner les gens sur le sujet et ouais, d'arrêter les non-dits, de dire les choses telles qu'elles sont. De présenter l'adoption, mais sous toutes ses coutures, avec les beaux côtés, parce que on a beaucoup parlé des problèmes que j'ai eus, mais à côté de ça, je suis heureuse, je suis hyper heureuse de ma situation et je pense que j'ai une très belle histoire. J'aurai une super histoire à raconter à mes enfants plus tard. Et ouais, mais à côté de ça, il y a aussi les mauvais côtés. Et il faut prendre en compte le fait qu'une personne adoptée
par exemple, si on devient son ami, ou pire encore, si on se met en couple avec, c'est une personne qui arrive avec son lot de traumatismes et de casseroles, et que ça à prendre en considération, et que l'adoption, c'est pas quelque chose de simple. Ça peut être très beau. Dans certains cas, ça peut être très moche. Moi, j'ai entendu parler de cas où vraiment c'était terrible en fait. Donc faut en avoir conscience aussi que toutes les histoires d'adoption ne sont pas des contes de fées. Et même quand ce sont des contes de fées, parce que je considère que moi c'est un conte de fées, c'est un conte de fées avec pas mal de rebondissements, et la princesse elle s'en prend plein la gueule quand même. donc voilà, ça à prendre en compte. Et donc ça c'est pour les personnes non adoptées, pour qu'elles comprennent ça. Et pour les personnes adoptées, vous êtes légitime. Votre parcours est légitime, et acceptez-le, embrassez-le. Enfin, faites le travail psychologique qu'il faut, allez voir quelqu'un, faites-vous aider. On est tous dans le même cas, il n'y a pas de souci. C'est la vie qui a décidé de nous mettre. Disons que si on était dans un jeu vidéo, on commencerait pas avec le niveau le plus simple. Nous, on a commencé directement en mode hardcore. C'est ok. Il suffit d'aller voir les triches sur Internet. Et dans notre cas, les triches sur Internet, c'est précisément aller voir un psy. Vraiment. Ou un thérapeute, ou un psychiatre, ou ce que vous voulez. Mais allez voir quelqu'un qui est formé et qui va pouvoir vous aider. J'aime beaucoup cette image du jeu vidéo, merci. Rien. Mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident à décrire, tu vois. Enfin, moi, je sais que je suis née, et déjà au moment de ma naissance, il s'est passé des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues, tu vois. Donc, je peux pas dire c'est comme si j'avais 10 ans d'avance sur d'autres, parce que c'est pas vrai. Mais du coup, ouais, cette image de jeu vidéo, elle est trop chouette, parce que ça permet vraiment de bien symboliser. Mais c'est ça en fait. Nous, à notre naissance, les dés étaient pipés. Tu vois, enfin, on n'a pas eu quelques années de totale insouciance et de joie et d'allégresse et d'innocence. Non, nous, à notre naissance, c'était foutu. Donc, c'est vraiment, foutu, non, parce qu'on en arrive à de beaux résultats quand même, je pense. Et par contre, ce que tu disais, tu dis pas que tu as 10 ans d'avance sur les autres, non, parce qu'effectivement, je pense que les autres ont leurs propres traumas, ils ont leurs avances et leurs retards sur d'autres sujets. Par contre, je pense que c'est une phrase que beaucoup d'enfants adoptés ont dû entendre. Tu es tellement mature pour ton âge. Et on n'a pas le choix. Moi, quand je parle avec même des adultes qui ont 50, 60 ans, j'ai des amis qui ont 50, 60 ans. Et c'est parce que, mais on a l'impression que tu as vécu 10 000 vies. Non, j'en ai vécu qu'une seule, mais elle m'a bien gâtée. Donc, clairement, on est parti en mode hardcore. Et le menu est cassé. On ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Mais je te propose qu'on s'arrête là sur ce beau message que tu envoies à nos auditeurs. Enfin, je te remercie infiniment pour ça. De rien, ça me fait plaisir. Je te remercie aussi infiniment pour ta présence sur cet épisode, dans ce podcast, de contribuer à libérer la parole, en tout cas sur l'adoption. Merci à toi pour ton travail. Mais du coup, je tenais à te remercier pour le travail que tu fais. C'est super important. Donc, merci infiniment pour ça. Ça me fait plaisir. Ça me va droit au cœur. Je te dis à très vite. À tout bientôt. Et aux auditeurs, je mettrai ton compte Instagram en description de la bio, comme ça vous pourrez découvrir l'univers de Jean. Et d'ailleurs, si vous souhaitez échanger avec elle à l'issue de cet épisode, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que ça lui fera plaisir, avec bienveillance et amour. Tant que c'est avec bienveillance, mais quand c'est pas avec bienveillance, je ne réponds pas. Je suis Verseau, les gars. Soyez pas vexés. Encore merci. Allez, à bientôt. Ciao.